Alors, on va vous parler de l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, d'une adaptation à une vie fixée. Une plante est constituée d'un ensemble d'organes végétatifs aériens, dont les tiges, les feuilles, souterrains, les racines, et d'organes reproducteurs, les fleurs et fruits contenant les graines. Les organes aériens des plantes participent aux fonctions de nutrition. Elles capturent l'énergie lumineuse, absorbent le dioxyde de carbone atmosphérique. Les échanges gazeux avec le CO2, O2 et H2O sont régulés par l'ouverture ou la fermeture des stomates. À l'échelle de la plante, ces échanges se produisent sur une vaste surface. Environ 90% des plantes nouent des relations symbiotiques avec des champignons du sol, formant des organes associant racines et champignons. Ils s'appellent mycorhizes. Les filaments du champignon augmentent considérablement la surface d'échange et contribuent à la nutrition des plantes dans le sol, avec des prélèvements d'eau et de sels minéraux. En absence de mycorhizes, la surface d'échange des racines avec le sol est assurée par les poils absorbants présents à la surface des jeunes racines. L'eau et les sels minéraux absorbés dans le sol circulent dans des tissus conducteurs spécialisés, comme le xylème, sous forme de sève brute, très riche en eau et pauvre en matière organique. Ces éléments nutritifs associés au CO2 absorbés par les feuilles permettent à ces derniers de réaliser la synthèse de matière organique en utilisant l'énergie lumineuse, donc la photosynthèse. La sève élaborée permet la redistribution à tous les organes de la plante de cette matière organique, principalement des glucides. Elle circule dans un tissu conducteur spécialisé, le phloème. Comme beaucoup de plantes, les coléoptiles des céréales ont une croissance orientée vers la lumière. On parle de phototropisme. De nombreuses expériences ont permis de montrer le rôle de l'auxine, une hormone végétale, dans ce phénomène. L'auxine est une substance hydrophile favorisant la croissance des cellules des coléoptiles. D'autres hormones végétales interviennent également dans la régulation de la croissance des plantes. Maintenant, on va vous parler de la reproduction des plantes. Premièrement, la reproduction asexuée. Alors, beaucoup de plantes peuvent produire des individus génétiquement identiques à elles-mêmes, l'ensemble constituant un clone. Ce type de reproduction ne nécessite pas ni de production de gamètes ni de fécondation. La reproduction asexuée repose sur la totipotence des cellules végétales. Les organes utilisés pour la multiplication asexuée sont divers, tubercules, bourgeons de la tige, etc. Les humains peuvent utiliser cette capacité des plantes pour les multiplier. C'est le principe du bouturage ou de la micropropagation. Ensuite, il existe un autre type de reproduction, c'est la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, on les appelle aussi angiospermes. Elle est réalisée grâce à un organe spécialisé qui est la fleur. Les fleurs possèdent des pièces organisées de façon concentrique, des sépales et des pétales, qui sont les pièces stériles, des étamines portant du pollen, donc les gamètes mâles, et le pistil constitué d'un ovaire et d'un style et un stigmate. L'ovaire contient des ovules où se trouvent les gamètes femelles. À l'issue de la pollinisation, les graines de pollen déposées sur le stigmate germent. Les gamètes mâles se déplacent dans le tube pollinique, ainsi formé jusqu'aux gamètes femelles situées à l'intérieur des ovules. Il y a alors fécondation. Il existe de nombreux mécanismes empêchant qu'une fleur hermaphrodite s'apollinise. Décalage de maturité des parties mâles et femelles, incompatibilité génétique par exemple. La pollinisation est donc principalement croisée. Alors, le transport du pollen. Le plus souvent, dans les régions tempérées, le pollen est transporté d'une fleur à l'autre par le vent, donc les plantes anémogames, ou par les insectes, plantes entomogames. Les fleurs pollinisées par le vent sont souvent de petite taille, peu colorées et produisent beaucoup de pollen. La pollinisation par les insectes pollinisateurs repose souvent sur des mécanismes d'attraction, couleur, odeur, forme, propres à chaque fleur et des récompenses pour le pollinisateur, telles que du nectar ou du pollen. Alors souvent, les espèces coévoluent entre elles. Exemple, les abeilles, elles ont
Elles possèdent plus de poils sur leur corps, ce qui permet d'accrocher le pollen à des brosses à pollen. Puis pour la fleur, la fabrication du nectar attire l'insecte vers la fleur. Après la pollinisation, les ovaires des fleurs se transforment en fruits contenant des graines, issues de la transformation des ovules. Il existe une très grande diversité de fruits, dont la morphologie reflète le mode de dissémination. La dissémination des fruits peut reposer sur le transport par le vent, par l'eau ou par des animaux. Dans ce dernier cas, il existe une très grande diversité de modalités. Il y a la germination et la mobilisation des réserves de la graine. Donc une graine comporte un embryon, des réserves et un tégument protecteur. Très déshydratée, elle peut survivre très longtemps sous cette forme si les conditions de germination ne sont pas réunies. La graine est alors en état de dormance. Pour germer, une graine doit d'abord être fortement réhydratée et placée dans de bonnes conditions de température. Selon les espèces, les conditions favorables à la germination peuvent ensuite varier. L'hydratation stimule par le biais de l'hormone l'activité enzymatique nécessaire à la mobilisation des réserves et à la formation de la jeune plantule.